Lumineux, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Laurent Gounel, auteur du livre Un monde presque parfait, paru chez Mazarine Éditions. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler du dernier roman de Laurent Gounel, Un monde presque parfait. Laurent Gounel, bien connu pour ses écrits sur la psychologie humaine et le sens de la vie, nous plonge cette fois dans une société où tout semble parfait. Mais est-ce vraiment le cas ? Ce roman montre comment une société apparemment idéale peut en réalité cacher des aspects dystopiques. Un monde presque parfait nous invite à réfléchir sur des questions profondes. Avons-nous vraiment le contrôle sur notre destin ? Est-il possible de créer une société sans souffrance, où tout le monde est heureux ? Le livre de Laurent Gounel explore les thèmes du libre arbitre et de la destinée individuelle dans un monde qui semble parfait. En fin de compte, ce roman nous interroge. Une vie sans souffrance vaut-elle la peine si cela signifie renoncer à notre liberté de choix ? Dans ce podcast, nous allons creuser ces questions et bien d'autres, en espérant vous offrir une perspective enrichissante sur ce que pourrait être notre futur à travers le prisme de cette fiction engagée. Restez avec nous pour une exploration critique et profonde de ce monde presque parfait, imaginé par Laurent Gounel. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Laurent Gounel, bonjour. Bonjour Amal. Dans votre livre, vous suivez David, un personnage vivant dans un monde utopique, sans souffrance. Ses interactions avec d'autres personnages révèlent les tensions entre le bonheur artificiel imposé et la liberté individuelle. L'histoire met en lumière les dangers d'une société qui sacrifie la liberté au profit d'un confort illusoire. À travers ce parcours, vous questionnez la véritable nature du bonheur et la condition humaine, invitant ainsi le lecteur à une réflexion sur les choix de vie et les dérives d'une société ultra contrôlée. Alors de quelle manière la quête de bonheur dans le roman s'aligne-t-elle ou critique-t-elle les tendances contemporaines comme le bien-être et le développement personnel ? Alors, c'est un roman d'anticipation, mais qui se passe dans une société très proche de la nôtre. C'est un peu notre société dans 5 ou 10 ans. Et d'ailleurs, ce qui m'intéressait, c'était moins à travers cette histoire d'imaginer le futur que de décrire, en se plaçant depuis une position future, notre société actuelle et ce vers quoi elle nous emmène. L'idée étant d'inviter le lecteur à une prise de recul en se disant, mais finalement, est-ce que c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre ? Est-ce que ça me convient ou est-ce qu'il convient de me réapproprier ma vie, quoi ? Ça, c'est la question que je voulais poser. Alors, comment par exemple avez-vous abordé la critique de notre dépendance à la technologie moderne dans votre roman ? Bien, la technologie dans ce roman est au service du bien-être, vous l'avez évoqué. Donc, c'est une société qui se veut en effet assez parfaite, qui s'attache au bien-être des individus, qui leur facilite la vie. Donc, ils ont une vie ultra confortable. D'abord, la plupart des gens ne travaillent plus puisque l'intelligence artificielle a remplacé un bon nombre de métiers, ce qui est en cours actuellement. Donc ils sont chez eux, ils regardent la télé, j'allais donner une marque, mais non, ils regardent la télé, ils font des jeux vidéo, ils sont livrés à domicile de leur repas, ils n'ont rien à faire. Et ils se sentent bien puisque, en l'occurrence, dès qu'il y a un petit coup de blues ou autre, ils ont un implant qui permet de stimuler la zone du cerveau qui va libérer de la sérotonine, donc ils se sentent à nouveau bien. Donc tout va bien, quoi. Et la question en effet posée par cet ouvrage, c'est est-ce que ce type de vie est satisfaisant ? Est-ce que le bien-être est la seule condition au bonheur, finalement ? Est-ce que les deux sont synonymes ou pas ? Alors, quelles conséquences potentielles de cette dépendance, par exemple, aux algorithmes qui viennent effectivement nous shooter de la dopamine pour qu'on vive plus heureux ? En fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la relation qu'on a à la prise de décision. Parce que j'ai constaté que dans notre société, on tente de plus en plus à abandonner notre prise de décision. Déjà, on le fait soi-même, spontanément, tout seul comme un grand. Par exemple, on ne décide plus de l'itinéraire qu'on va prendre sur la route, puisqu'on se remet au GPS. On décide rarement maintenant du petit resto qu'on va faire. On va se remettre à un TripAdvisor quelconque, etc. Et puis, on prend moins aussi de grandes décisions. Les mariages sont en chute libre. Et parallèlement, la société prend de plus en plus de décisions à notre place et nous concernant. Il y a de plus en plus de normes. Dans les entreprises, il y a les normes ISO 9001, 9002 qui vont décider finalement de la manière dont on doit exercer notre métier, qui vont décider de notre geste professionnel. Il y a des normes dans tous les sens, il y a les normes européennes. J'entendais récemment qu'un agriculteur n'a pas le droit de choisir, de décider du moment où il va effectuer ses semis.
On décide pour lui, alors que lui, il est sur place, c'est son terroir, il connaît la météo mieux que personne. On va décider pour lui, on décide même pour lui de la hauteur de son tas de fumier qui est normé par l'Europe à 2,50 m. Donc voilà le contexte. Et moi, le principe, c'était de me dire, OK, on décide de moins en moins. Alors, ça part d'une bonne intention, hein, tout ça, c'est de nous aider à prendre des bonnes décisions. Mais en même temps, on sait que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en l'occurrence, je considère que le pouvoir de décision est essentiel. Il est au cœur de notre humanité. D'abord parce que décider, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est-à-dire quand je prends une décision, j'exprime qui je suis, je m'embarque sur un chemin qui va pas être forcément très direct, qui peut être parsemé d'embûches, qui peut me conduire à certains échecs. Et ça, c'est la vie, quoi. Sauf que ces échecs, même s'ils sont pas agréables en effet, ils vont me permettre de me positionner, ils vont me permettre de visiter ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que j'ai dans mon ventre et qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Et donc, les échecs vont me permettre de me réinventer. Donc, même si on n'aime pas les échecs, surtout dans notre culture, hein, il y a vraiment une dimension culturelle. En France, on a un problème avec l'échec. Pourtant, c'est précieux, quoi. Moi, je sais que ce sont mes échecs qui m'ont permis de me construire et de me faire avancer dans une vie qui est aujourd'hui assez satisfaisante, quoi. C'est grâce aux échecs, quoi. Sans échecs, je serais toujours en train d'exercer un métier qui ne me plaisait pas, que j'avais choisi à 17 ans, parce qu'on demande aux gamins de choisir un métier alors qu'ils ne savent rien de la vie et surtout, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, quoi. Donc, décider nous conduit souvent à des difficultés qui nous permettent de nous réinventer. Ça, c'est la première dimension. Il y en a une autre, c'est que décider, c'est exercer sa liberté. Et la liberté est tout aussi essentielle à notre humanité, comme elle est essentielle à tout être vivant, d'ailleurs. Moi, je cite souvent l'exemple des éléphants en Afrique. Un éléphant, en Afrique, il est confronté à la famine, il est confronté aux maladies, bien sûr, aux virus, au braconnage, et il va vivre en moyenne 56 ans, quoi. Donc vous prenez un éléphant d'Afrique, vous mettez dans un zoo, toujours en Afrique, hein, il ne faut pas le dépayser. Vous lui donnez la nourriture ultra équilibrée dont il a besoin pour répondre vraiment à tous ses besoins nutritionnels. Vous le vaccinez pour le protéger des maladies. Et puis il va vivre 17 ans, 3 fois moins. La seule différence, c'est qu'on l'a privé de liberté. Alors vous parliez des jeunes. La pression sociale et la recherche de validation sur les réseaux sociaux poussent ces jeunes à se conformer. Comment pensez-vous que la société peut encourager la diversité et l'expression individuelle dans ce contexte, puisqu'on est déjà là? Ah bah là, en effet, c'est très compliqué, puisque le principe même du fonctionnement des réseaux sociaux pousse au conformisme, puisque les réseaux sociaux sont créés sur la base d'une approbation. Donc en fait, chaque personne quête l'approbation des autres, hein. On veut la petite flamme, le pouce en l'air, le petit cœur ou je ne sais quoi encore. Et donc pour obtenir ça, les gens, même inconsciemment d'ailleurs, hein, j'ai assez conscient, mais ça peut même être inconscient, vont aller dans le sens de ce qu'attendent les autres. Donc, ils vont montrer la photo d'eux qui va recueillir le plus de likes, ils vont faire, dire, presque penser, j'ai envie de dire, en tout cas mettre en scène les pensées, les paroles, les images qui seront appréciées par les autres. Donc finalement, leur vie devient de plus en plus dictée par les autres. Donc il y a un abandon de la valorisation de la différence, de la singularité, pour aller dans le sens de ce qu'attendent les autres, ce qui est là encore un vrai problème. Je pense que la singularité est assez importante. D'ailleurs, vous savez, Freud, à la fin de sa vie, mais vraiment à la fin de sa vie, il a publié un tout petit livre qui est passé inaperçu, qui s'appelle « Malaise dans la civilisation ». Et en fait, dans ce petit livre, il explique que la société gagne à ce que chacun abandonne sa singularité, c'est-à-dire il gagne à ce que chacun se fonde dans la masse et se comporte comme on souhaite qu'il se comporte, hein, d'où d'ailleurs les décisions qu'on prend à notre place, quoi. Mais Freud explique qu'en fait, l'individu a besoin d'affirmer sa singularité, quoi. Et c'est en affirmant sa singularité qu'il va vivre sa propre vie et non pas celle qu'on attend de lui. Dans votre livre, Un monde presque parfait, vous développez le concept d'une société presque parfaite qui a éradiqué donc toute tristesse et de douleur, explorant ainsi les implications philosophiques et éthiques de cette utopie. Comment une société qui supprime la souffrance manipule-t-elle ou contrôle-t-elle ses citoyens? En fait, la souffrance, on n'aime pas, je n'aime pas la souffrance, hein, personne n'aime ça. Et en même temps, c'est ce qui parfois nous fait réagir. C'est peut-être la fonction de la souffrance d'ailleurs. Si vous posez votre doigt sur la porte du four brûlante, en fait, vous allez réagir, vous allez retirer votre main, quoi. Mais si on fait en sorte que vous ne sentiez pas la douleur, par exemple si votre main est anesthésiée, hein, parce que vous venez de subir une opération, voilà, votre main est anesthésiée, vous posez la main sur la porte du four, vous vous brûlez sans vous en rendre compte, quoi. Donc pour moi, la métaphore illustre le problème d'une société qui veut à tout prix supprimer la souffrance et nous pousser dans le bien-être. Et la manipulation, en fait, elle est très proche. C'est la métaphore de la grenouille.
que raconte bien notre ami commun Olivier Olivier Clerc. Voilà. La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Exactement, c'est là où on met une grenouille, paraît-il. Évidemment, je n'ai pas fait l'expérience et je ne veux surtout pas la faire, mais il paraît que vous mettez une grenouille dans une bassine d'eau bouillante, elle va immédiatement réagir, elle va donner un coup de rein, peut-être plutôt de palme, d'ailleurs de pâte palmée pour s'extraire de la marmite, quoi, et donc avoir la vie sauve. Ce qui est un réflexe naturel, la souffrance la pousse à réagir. Maintenant, vous mettez la même grenouille dans une marmite d'eau froide, et puis vous allumez le feu tout doucement sous la marmite, et l'eau va chauffer, et la grenouille va se plaire dans une eau chaude, parce que c'est agréable, l'eau chaude, elle va y rester, et puis petit à petit, comme le corps s'habitue, le corps s'acclimate, elle ne va pas réaliser que l'eau monte dans des températures qui deviennent déraisonnables, et au bout d'un moment, quand elle prendra conscience que l'eau est trop chaude, c'est trop tard, en fait, elle sera déjà cuite. Comment avez-vous conçu l'idée d'une société qui a éliminé toute forme de tristesse et de douleur? Quelles ont été vos inspirations philosophiques ou littéraires pour développer ce concept? Pour concevoir une telle société, moi je pars beaucoup dans l'imaginaire en fait. Et j'aime bien prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et de me dire si on pousse au bouchon un peu plus loin, ça nous mène où? Et c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, voilà, ça pourrait assez probablement nous mener vers cette société-là. Et donc, est-ce que c'est souhaitable? C'est la question que je me pose toujours. Qu'est-ce qui constitue vraiment le bonheur selon vous? Est-ce l'absence de souffrance ou y a-t-il une dimension plus profonde liée à la liberté, à la réalisation personnelle et à la capacité de faire des erreurs dont vous parliez tout à l'heure? Je pense qu'on vient sur Terre pour expérimenter un certain nombre de choses. Moi, je suis de culture scientifique, de par mes parents notamment, et à la base, je suis quand même très cartésien. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai tendance à croire que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau. Quand on s'intéresse, je sais pas, à l'intuition, moi je me suis beaucoup intéressé à l'intuition, et quand j'ai compris que chacun de nous était capable d'accéder à des informations qui sont présentes à l'autre bout du monde, ça interroge sur qu'est-ce qui fait que ma conscience est capable de capter ces informations qui sont loin de moi, voire éloignées dans le temps, quoi. Quand on s'intéresse aussi aux EMI, voilà, qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont frôler la mort, se retrouver dans le coma, et quand elles reviennent à la vie, être capables de vous décrire ce qui se passait dans la pièce à côté. Je pense notamment au docteur Christophe Fauré, un spécialiste de l'accompagnement des personnes en fin de vie, qui raconte que parfois il a affaire à des aveugles de naissance qui font des EMI, des expériences de mort imminente, et qui, une fois revenus à la conscience, donc ils sont toujours aveugles, eh bien ils lui disent mais j'ai vu pour la première fois de ma vie quand j'étais dans le coma, j'ai vu mon corps pour la première fois. Ils sont capables de décrire le personnel soignant, tous les objets présents dans la pièce, ils sont même capables de décrire ce qui se passe dans les pièces autour, quoi. Donc ça tend à penser que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau. Donc si on part de ce principe, si on accepte cette idée, à ce moment-là, la question qui vient à nous est, à ce moment-là, pourquoi l'âme s'incarne-t-elle? Pourquoi est-ce qu'on est doté d'un corps comme ça pendant quelques décennies? Et peut-être qu'un élément de réponse est que ce corps déjà permet à l'âme de se connaître, parce que si l'âme est esprit pur, elle a sans doute besoin de son opposé, donc la matière, pour se connaître. Et c'est ce que permet un corps. Et elle se connaît à travers ce que permet ce corps, à savoir réaliser les choses. Donc il y a la dimension de faire est quand même importante, je pense, dans nos vies pour trouver le bonheur, quoi. On a besoin de réaliser des choses, et c'est en réalisant des choses qu'on se réalise, l'expression n'est pas anodine, et en se réalisant, sans doute, on réalise qui l'on est. Donc je pense que la dimension faire est importante, c'est pour ça qu'il est essentiel d'écouter son cœur, de savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, et pour ça, une fois de plus, il faut accepter l'échec, parce que c'est l'échec qui nous permet de nous interroger en nous disant mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux finalement? Est-ce que c'était la bonne voie ou est-ce que je veux autre chose? Donc ça, c'est toute la dimension réaliser, faire. Après, au-delà de ça, je pense que pour être heureux, il y a plein de choses, bien sûr, mais il y a la dimension de l'être. Donc être, c'est savoir apprécier le simple fait de vivre sans forcément faire quelque chose. Le simple fait de vivre, réaliser que le fait d'être entouré de gens, de regarder les autres, de respirer, c'est quand même assez inouï en soi, et ça mérite d'être apprécié, quoi. Et je pense, c'est que la plupart des maîtres spirituels, d'ailleurs, font le lien entre cette capacité à apprécier l'instant présent, à être dans l'instant présent, et donc dans son corps aussi, et pas seulement dans sa tête ou dans des projections futures, ou des regrets passés. Cette capacité est intimement liée à notre propension au bonheur, en sachant qu'il y a aussi d'autres éléments, comme ceux que vous avez cités, la liberté. La liberté, pour moi, est essentielle. J'ai expliqué tout à l'heure, en citant les éléphants, notamment, la liberté est essentielle, notamment parce qu'elle nous permet de choisir ce qu'on veut faire, et donc de nous permettre de nous réaliser. Comment définissez-vous la liberté, vous, à l'aune effectivement des contraintes que chaque individu peut avoir et des responsabilités éthiques au niveau sociétal? Comment on peut définir aujourd'hui la liberté au regard de la responsabilité aussi collective? Pour moi, il y a un lien étroit entre la liberté et la décision. La liberté, c'est d'abord être capable de décider
de ce que l'on veut dans l'instant présent et puis éventuellement dans le futur par rapport à des projets réalisés. J'avais lu il y a quelques années un témoignage qui m'avait bouleversé d'un survivant d'un camp de concentration nazi, je ne sais plus lequel et peu importe. Apparemment, c'était un rare survivant. Toutes les personnes qui partageaient, en fait, son camp étaient décédées. Quoi. Et lui avait survécu. Et des journalistes étaient intéressés à lui, des chercheurs aussi, pour savoir pourquoi lui avait survécu. Et en fait, ce qu'ils avaient mis en évidence, c'est qu'il avait gardé une liberté associée au pouvoir de décision. En l'occurrence, cette personne témoignait que lorsqu'elle recevait un bout de pain pour la journée, voilà, c'était son seul repas, il avait droit à un bout de pain pour la journée, et là où les autres allaient se précipiter dessus, eh bien lui, en fait, allait garder le bout de pain plusieurs heures, parfois, tout au long de la journée, et il allait décider du moment où il allait le consommer. Et le fait de garder ce pouvoir de décision, en fait, il gardait un sentiment de liberté, et il semblerait que ce soit ce sentiment de liberté associé au pouvoir de décision qui l'ait maintenu en vie. Comment on fait quand aujourd'hui toutes les informations sont amenées jusqu'à nous via des algorithmes qui choisissent pour nous-mêmes? Oui, c'est pas évident parce qu'en même temps, ces algorithmes sont aussi utiles pour nous. Faut pas se voler la face. On est content d'avoir un GPS sur la route. Moi, je suis content de pas avoir la carte sur les genoux. Quoi. Même si parfois se perdre sur la route, c'est sympa. Hein. J'étais en dédicace la semaine dernière à Paris. Il y a une dame qui est venue, qui venait de loin, qui est venue avec la carte sur les genoux. Elle s'est perdue et elle nous dit, grâce à ça, j'ai fait une belle rencontre. C'est extraordinaire. Et ça, on a un peu perdu ça. Quoi. Bon, néanmoins, même si ces algorithmes et ces différentes applis sont aujourd'hui assez utiles pour nous, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres, pour paraphraser un dicton célèbre concernant l'argent. Quoi. Oui, c'est utile, et en même temps, attention à ce qu'ils ne deviennent pas nos maîtres. Ils pourraient devenir nos maîtres pour différentes raisons. D'abord, parce que ça accapare notre attention. C'est à toutes ces applis, en fait, parce qu'elles ont besoin, de par leur modèle économique, on reste branché en permanence. Du coup, stimule la production de dopamine par notre cerveau, je le raconte dans le roman, quoi. Et du coup, ça nous rend accro. Quand on dit un tel est addict à son écran, en fait, c'est pas à l'écran, quoi. Il est addict à la dopamine que l'écran et l'application lui permettent de produire, finalement, quoi. Et ça, c'est un problème parce que ça nous détourne du reste. Et du reste, c'est quoi ? C'est nos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, de loisirs sportifs ou autres, quoi. Nos projets, en fait, nous permettent d'obtenir de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, hein, quand on réussit quelque chose. Mais parfois, il faut s'investir dans un projet avant de le réussir et donc d'être, entre guillemets, récompensé par la dopamine, quoi, qui est surnommée souvent l'hormone du plaisir dans ce que les neurologues appellent le circuit de la récompense, justement. Mais sauf que les applis nous fournissent la dopamine à la seconde, quoi. Et donc, au bout d'un moment, ces applis deviennent nos maîtres parce que c'est elles qui vont décider de ce qu'on fait, qui vont accaparer notre attention et on va avoir de plus en plus de mal à s'investir dans autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que de plus en plus de géants du web qui gèrent notamment ces applis, cherchent non seulement à nous influencer, la publicité date pas d'hier, hein, évidemment, donc on sait qu'ils collectent beaucoup de données sur nous, ce qui leur permet d'avoir des publicités, mais ça, c'est presque un moindre mal, je dirais. En fait, aujourd'hui, ils ambitionnent, et ils le font déjà, de piloter nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Donc là, on est complètement, on se voit confisquer notre pouvoir de décision. Je peux citer un exemple, hein, et en plus, il remonte à quelques années, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. McDonald's a versé des millions de dollars à l'entreprise qui gère le jeu Pokémon Go pour qu'elle place des Pokémon, hein, donc ces fameux objets virtuels, dans des restaurants McDonald's à l'heure du repas. Ça veut dire que voilà, si vous jouez à Pokémon Go, vous allez être emmené, en fait, malgré vous, pour aller chercher un Pokémon dans un restaurant McDonald's à l'heure du repas. Puis là, vous allez sentir les odeurs de friture, puis ça va vous donner faim, et puis vous allez vous dire, tiens, je décide de manger là à midi. Vous allez croire que c'est votre décision, et vous ne pourrez absolument pas imaginer que ce sont d'autres gens qui, longtemps à l'avance, avaient décidé pour vous à quel endroit vous alliez déjeuner. Alors, vous avez quand même aussi écrit L'homme qui voulait être heureux. Yes. La réalisation personnelle, on ne peut pas parler de bonheur sans réalisation personnelle. Mm-hmm. Comment, aujourd'hui, elle s'exprime à travers, effectivement, tous les aléas, tous les rouages, notamment algorithmiques, qui nous empêchent potentiellement de prendre les décisions qui nous font du bien à nous? Eh bien, je pense qu'il y a un bon moyen qui est de débrancher ces machines un certain temps chaque jour, quoi. Alors ça, déjà, c'est essentiel pour les enfants. On parlait un petit peu d'enfants tout à l'heure, d'éducation hors antenne. Pour les enfants, c'est même pas moi qui le dis, hein, tous les spécialistes, tous les neurologues, les pédopsychiatres le disent, jusqu'à 11-12 ans, pas d'écran.
mais pas d'écran, c'est 0 écran, quoi. Et là, c'est important qu'un enfant, il explore le monde, il aille jouer dehors avec ses camarades, dans le jardin, dans la rue, où vous voulez, ou même dans sa chambre, et qu'il explore le monde à travers ses yeux, à travers son corps, et non pas à travers le filtre d'un écran, quoi. Et puis après, pour les jeunes adolescents, je dirais, mais mettre des limites, quoi. Vous voyez, moi, avec mon épouse, quand nos filles étaient un peu plus jeunes, on leur disait, donc à partir de la 6e, elles ont eu un téléphone. Pourquoi ? Parce que c'était important qu'elles soient quand même en contact avec les copines, puisque maintenant, les jeunes communiquent à travers des réseaux, et non pas en se téléphonant. Ils ne savent pas se téléphoner, les jeunes, hein. Au besoin, ils s'envoient un message enregistré, mais ils ne vont pas se parler en direct. Et on se demande comment ils vont développer des capacités de communication ensuite, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc bref, avec mon épouse, on disait, vous avez droit au téléphone 20 minutes avant le repas du soir. Voilà, avant, c'est débranché, le téléphone, il reste dans la cuisine et vous n'y touchez pas, il ne monte surtout pas dans les chambres. Bon, maintenant, elles sont plus grandes, hein, donc évidemment, on leur fait confiance, mais on leur a énormément expliqué quel était l'impact des écrans sur leur cerveau, sur la fameuse production de dopamine. Donc on les a responsabilisées parce qu'elles sont en âge maintenant d'être responsabilisées. Donc ça, c'est pour les jeunes. Pour nous adultes, c'est utile simplement de débrancher nos machines un certain temps chaque jour pour se retrouver seul avec nous-mêmes, voire même dans des circonstances où on a le réflexe de les sortir. Je pense par exemple à une file d'attente. On peut tous avoir envie de se précipiter sur un site de presse en ligne ou les réseaux sociaux ou je ne sais quelle appli de jeu pour s'occuper. Et en fait, c'est intéressant aussi d'apprendre à, entre guillemets, perdre son temps, quoi. Et donc se retrouver un peu seul avec soi-même, parce qu'on découvre déjà les gens autour de nous, et puis c'est parfois assez sympa de regarder les gens dans une file d'attente, d'écouter, de tendre l'oreille, de surprendre des conversations. Et en fait, c'est d'être dans l'instant présent, quoi. Parce que quand je suis sur une appli, je suis pas dans l'instant présent, je suis dans le monde de l'appli qui m'emmène je ne sais où, quoi. Et je me coupe quelque part de mon corps, quoi. Et je pense que c'est quand même vraiment précieux de revenir dans notre corps, dans l'instant présent, d'être en contact avec soi-même. C'est vrai, c'est précieux dans tous les domaines, notamment dans un domaine qui préoccupe beaucoup de gens, c'est la relation à la nourriture. Là, on est au printemps, il y a beaucoup de gens qui achètent des magazines qui nous promettent des régimes pour être beau ou belle sur la plage, quoi. Pour moi, la relation à la nourriture est intimement liée à la relation au corps. En fait, notre corps sait ce dont il a besoin. Et le problème, si on mange n'importe quoi et qu'on a le problème de santé ou de surpoids, c'est juste qu'on n'est plus dans notre corps, en fait. Et donc, on va ouvrir un placard ou un frigo en cherchant du plaisir et non pas en cherchant de quoi j'ai envie, hein, répondre à une envie véritable, quoi. Notre corps sait ce dont il a besoin. Ça, on s'en rend compte dans des circonstances un peu extrêmes. Je parlais récemment avec Anne Kéméré, la navigatrice, et elle me disait, tu sais, Laurent, quand je suis au milieu de l'océan, mes envies correspondent exactement à mes besoins. C'est intéressant, hein ? Tu vois, pour bien vivre l'incertitude et être serein en prenant des décisions, il faut cesser d'avoir peur de prendre la mauvaise décision. Tant que tu auras peur de te tromper, peur de l'échec, la prise de décision te fera souffrir. Ton mental fera tourner en boucle toutes les options possibles dans ta tête, alors qu'il suffit souvent d'écouter son cœur. Accepter l'échec est essentiel. On ne peut oser décider, prendre son risque et mener sa vie dans l'incertitude que si on accepte l'échec. Samuel Beckett disait « Déjà essayé, déjà échoué, peu importe. Essaye encore, échoue encore, échoue mieux. » Si tu te cantonnes à ce que tu sais déjà faire, alors tu t'enfermes dans un étroit chemin bien balisé et tu renonces à ta liberté existentielle. Tu réduis l'amplitude de ton être, tu restreins ton identité. Quel intérêt ? Elle marque une courte pause avant d'ajouter « À trop s'accrocher à l'existant, on passe à côté de son existence. » Laurent Gounelle, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que c'est un extrait pendant lequel l'héroïne, Ève, parle avec un autre personnage, David, qui a un problème avec l'incertitude. En fait, il aimerait que tout soit parfait et prévisible dans sa vie. Et donc, elle lui explique dans ce passage en quoi l'incertitude est importante. Et si j'ai choisi de le lire, c'est que je pense qu'on a tous dans cette société un problème avec l'incertitude. Je pense qu'on aimerait pouvoir tout prévoir, être rassuré. Je pense qu'il y a une espèce de peur fondamentale qui nous pousse à essayer d'anticiper, d'où, une fois de plus, un certain nombre d'applis dont on fait l'usage, alors que l'incertitude, comme l'explique Ève dans ce passage, est assez précieuse dans la vie. Puis au-delà de ce qu'elle dit d'ailleurs dans le passage, l'incertitude est associée pour moi à un certain mystère. Et en fait,
je crois que c'est intéressant que l'existence garde un certain mystère. Je crois que c'est ce qui fait aussi un petit peu l'intérêt de la vie, c'est ce qui fait le sel de l'existence. Alors l'incertitude, ça génère de l'anxiété qui peut aussi, par ricochet, générer des insomnies. Donc comment on fait des insomnies qui génèrent des mauvaises journées et donc de la fatigue et donc peut-être des décisions, des réactions qui peuvent être nuisibles pour nous et nos proches. Comment on fait justement pour mieux vivre avec ces incertitudes, sachant que l'anxiété aujourd'hui c'est un vrai problème. Oui. Eh bien, en fait, pour moi, la question, elle est liée à la vision de la vie que l'on a. En fait, tout dépend comment on voit la vie. Si on voit la vie comme un objectif à atteindre, un peu à l'américaine, vous savez, j'ai un objectif à atteindre dans la vie, donc je veux prendre le chemin le plus direct possible, évidemment, l'incertitude est angoissante. Maintenant, on peut aussi choisir, déjà s'interroger sur quelle est sa propre vision de la vie, et puis ensuite, au besoin, si on le souhaite, choisir une autre vision de la vie. On peut se dire, par exemple, la vie, c'est un terrain de jeu, la vie est un terrain d'expérimentation. Et si vous voyez la vie comme un terrain de jeu, vous n'avez pas envie de connaître toutes les règles à l'avance, quoi. C'est comme un jeu de société, quand vous avez envie d'être surpris, vous n'avez pas envie de savoir exactement tout ce qui va se passer, parce que ça n'a plus aucun intérêt, n'est-ce pas? Eh bien, la vie, pareil, si vous la voyez comme un terrain de jeu, d'expérimentation, vous vous mettez à savourer l'incertitude, parce que vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui m'attend au coin du chemin? Quelle surprise vais-je avoir aujourd'hui? Qui va me dire quelque chose que je n'ai pas anticipé, ou faire quelque chose qui va me conduire à me réadapter, peut-être à changer de voie ou à changer de décision. Là, la vie devient passionnante, en fait. Quels enseignements les décideurs de ce monde, de cette société, pourraient tirer de votre livre et de votre roman, notamment entre ce qui se joue entre David, qui vient du monde des réguliers, et Ève, qui vient du monde des exilés, donc qui est le monde qui a refusé la technologie et qui vit naturellement avec toutes les incertitudes, enfin voilà, la peur, la souffrance, qu'on appelle d'ailleurs dans le monde des réguliers que vous décrivez dans votre livre, des gens qui sont un peu fous. Oui, tout à fait. Parce qu'ils se mettent en colère. Voilà. Donc, vous voyez ça effectivement dans une réalité proche. Moi, j'ai un peu de mal, perso, à me dire que demain, la colère va passer pour de la folie, parce que dans une dizaine d'années, c'est quand même demain. Même dans 20 ans, c'est demain. Comment vous êtes arrivé à avoir cette vision-là? Et quels enseignements doit-on tirer de cette vision? En tout cas, pour les décisions que nous prenons aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, en fait, déjà, c'est comprendre que le progrès ne se limite pas au progrès technologique. Et je pense qu'en fait, on s'est fourvoyé dans cette vision, sans doute au 19e siècle, avec la révolution industrielle, où il y a eu un enthousiasme bien compréhensible, en effet, pour le progrès technologique. Et finalement, on s'est mis à croire que pour un être humain, le progrès se limitait à ça, en fait, se cantonnait à ça. Et on le voit bien aujourd'hui, le progrès, c'est le progrès technologique. On a complètement mis de côté le progrès humain, mais c'est pourtant beaucoup plus précieux, quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas de savoir quand est-ce que j'aurai le prochain iPhone, c'est plutôt de savoir quand est-ce que je vais me libérer de mes peurs, me libérer peut-être de certaines colères, même si c'est pas trop ma problématique. Moi, je suis plutôt dans les peurs, quoi. Ou me libérer peut-être totalement du regard de l'autre. Moi, aujourd'hui, je suis encore sensible à ça et j'aimerais m'en libérer. Donc, c'est ça le progrès humain, vous voyez. C'est progresser en tant que personne pour devenir une meilleure personne, une plus belle personne. Ça, c'est précieux dans l'existence. Alors, j'ai rien contre la technologie, une fois de plus, ce sont de bons outils et des serviteurs, mais ça doit en rester là, vous voyez. Donc ça je dirais que c'est un message pour nos décideurs. Après, j'ai oublié l'autre élément de votre question, c'était comment j'ai eu cette vision, c'est ça? Oui. Moi, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'aime bien prendre du recul sur notre société, parce que je pars du principe sinon on est un petit peu comme un poisson dans l'eau qui n'a même pas conscience de l'eau autour de lui, qui ne réalise pas qu'il est dans l'eau, quoi. Donc moi, j'aime sortir du bocal, prendre un peu de recul, et puis de me dire, tiens, finalement, comment on est en train de vivre? Comment je prends mes décisions aujourd'hui? Comment est ma vie et comment elle pourrait être différente, finalement, quoi. Donc j'aime prendre du recul, avoir une photo de notre société, comprendre dans quelle direction ça nous emmène, voir ce qu'il y a de bien, parce qu'il y a de bonnes choses, Et puis il y a d'autres choses qui sont moins souhaitables, et je trouve que c'est intéressant de le partager avec les gens pour que chacun puisse se réapproprier sa vie. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui l'émergence, depuis quelques années déjà, de tout ce qui a trait à l'épanouissement personnel, le développement personnel, qui viennent, en tout cas, plus ou moins encourager ou peut-être parfois faire barrage à la question du progrès humain, notamment sur cette quête du bonheur à tout prix?
Comment voyez-vous ça ? Plusieurs choses par rapport au développement personnel. Vous savez, une idée me traverse l'esprit quand j'étais en fac, il y a de ça 35 ans. Je me souviens qu'un professeur nous avait montré le modèle du philosophe Abraham Maslow, sa fameuse pyramide des besoins. Vous savez, il classifiait les besoins humains en expliquant que l'être humain commence par avoir on peut la rappeler vite fait, il commence par avoir des besoins physiologiques, manger, dormir, boire, et que c'est seulement quand cette première catégorie de besoins est assouvie que d'autres besoins apparaissent, en l'occurrence les besoins de sécurité. Et donc c'est avoir un toit, protéger sa famille, etc. Et il lui dit, c'est seulement quand ces besoins sont assouvis que d'autres besoins apparaissent. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'après il y a les besoins de reconnaissance. Non, d'appartenance, d'abord d'appartenance. L'être humain a besoin de se sentir appartenir à une communauté, un club, une entreprise ou simplement un groupe d'amis, sa famille. Il veut se sentir appartenir. Quand les besoins, et ça c'est important de préciser ça, c'est quand cette catégorie de besoins est assouvie, à ce moment-là, une autre catégorie apparaît, là ce sont les besoins de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu en tant qu'individu, pas seulement appartenir à un groupe, mais on veut qu'on voit que les autres perçoivent notre valeur personnelle. Et quand les besoins de reconnaissance sont assouvis, à ce moment-là apparaissent les besoins de réalisation de soi. Et quand, je me souviens, ce professeur nous parle de réalisation de soi, apparemment, je n'étais pas le seul à froncer les sourcils. En fait, à l'époque, on ne se faisait pas d'image. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je savais réaliser à l'époque des tableaux de bord financiers parce que je faisais des études d'économie. Je rigole parce que j'ai changé de voix, évidemment, et ça me semble une vie antérieure. Mais je ne savais pas ce que c'était que la réalisation de soi. Moi, je n'avais pas d'image. Et je n'étais pas le seul, apparemment, puisqu'il nous a dit, écoutez, cherchez pas à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. En France, ça le concernait 2 personnes et il avait cité Giscard et Mitterrand. Et donc, pour revenir à votre question sur le développement personnel, le fait qu'aujourd'hui des millions de gens soient dans cette mouvance, dans une quête de développement personnel, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que nous sommes des millions à avoir assouvi les autres besoins. Puisque Maslow l'expliquait bien, il faut avoir assouvi les besoins d'un niveau inférieur pour aspirer à se réaliser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la société dans son ensemble, pour l'humanité, même si malheureusement, il y a encore des gens qui luttent avec des besoins de survie. Il faut quand même aussi l'avoir à l'esprit. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses derrière ce terme de développement personnel. Il y a un peu à boire et à manger. Donc, il y a le développement personnel à l'américaine, où le développement personnel est vu comme une notion de performance, de devenir une meilleure version de soi-même pour réussir, se donner des objectifs et les atteindre. Bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, vous vous en doutez. Pour moi, le développement personnel, c'est vraiment le développement de la personne. C'est devenir une meilleure personne, c'est travailler sur nos difficultés au niveau psychologique. On a tous des difficultés au niveau psychologique, pas les mêmes. Je vous ai confié il y a un instant que moi, c'était plutôt au niveau des peurs. Pour d'autres, ça va être une problématique de colère. Pour d'autres, ce sera une problématique d'image, etc. Enfin, on a tous des problèmes à résoudre. Et je pense que c'est utile de les résoudre avant de passer à autre chose, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être plus en accord avec nous-mêmes, de vivre plus notre vie et même de nous dépasser. Parce que la vie, pour moi, c'est pas trouver son petit bonheur égoïste dans son coin. C'est se dépasser. Donc, et pour ça, il faut avoir résolu ces problèmes psychologiques. Et au bout d'un moment, quand on a travaillé sur soi, d'ailleurs, on s'intéresse beaucoup moins à sa personne. On se connecte beaucoup plus aux autres. Et c'est un peu le sens de la vie, voir à ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous. Et donc là, on s'intéresse à la spiritualité. Donc le développement personnel, moi, je l'entends vraiment comme développement de la personne pour travailler sur soi à un niveau psychologique, apprendre à s'aimer, en fait. Ça peut sembler nombriliste, mais pas du tout. En fait, il faut développer un ego sain, donc apprendre vraiment à s'aimer véritablement pour qui l'on est, pour pouvoir ensuite se libérer de l'ego. Et ce qui est une condition nécessaire pour se connecter aux autres et s'inscrire vraiment dans le fil de la vie. En quoi le dépassement de soi et la performance sont antinomiques ? Alors, c'est pas antinomique. Il n'y a pas de mal à chercher la performance. En revanche, il ne faut pas se leurrer. Le développement de la personne ne se limite pas à l'atteinte d'un objectif. Vous voyez ? Mais c'est pas incompatible. On peut en effet travailler sur soi pour être bien dans sa peau, connecté aux autres, et en effet se donner des objectifs à atteindre. Pourquoi pas ? Ça fait de mal à personne. Parce que s'améliorer, n'est-ce pas en soi déjà un objectif ? Oui, et en même temps, quand on entend objectif, on entend un élément fini à atteindre, comme une cible. Sauf que s'améliorer, c'est un peu c'est pas une quête sans fin, mais enfin si, d'une certaine façon. Je pense que ça va jusqu'à faire émerger le divin en soi, vous voyez. Donc ça va très très loin. C'est l'infini. Ouais, c'est le travail d'une vie. Et la réalisation de soi ? Alors se réaliser, pour moi, je crois que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est réaliser des choses, et des choses qui nous tiennent à cœur, d'où l'importance de l'introspection et de la connaissance de soi. C'est réaliser des choses pour réaliser qui nous sommes.
C'est-à-dire, en fait, sur la réalisation de soi, moi, j'ai l'intime conviction, alors j'ai pas de preuves, hein, ça sort de mon chapeau, mais je le ressens profondément. J'ai l'intime conviction que chacun de nous a une forme de mission sur Terre. Chacun de nous est doté de talents. Alors, parfois, ils sont cachés pour certaines personnes, donc il faut vraiment creuser pour apprendre à découvrir ces talents, quoi. Et en mettant en œuvre nos talents, en fait, on rejoint notre mission. Et je pense que chacun a une mission. Quelles questions le livre a-t-il suscité autour de vous jusqu'à présent ? Alors, il vient de paraître, hein, donc j'ai pas beaucoup de retours. J'ai des retours très agréables, très sympathiques de lecteurs qui l'ont apprécié. Les questions que ça a suscité et qu'on aurait partagées avec moi, que je me souvienne, pas mal de gens, en fait, se sont interrogés, du coup, sur leur relation aux écrans, en disant, finalement, jusque-là, je ne voyais pas trop où était le problème, quoi. Et là, je comprends que, en fait, je peux me perdre, finalement, dans ces outils technologiques, notamment par rapport à ce circuit de la dopamine qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, ça a donné envie à un certain nombre de personnes de faire une pause, en fait, dans leur relation aux écrans. Ce qui me semble une très bonne idée, personnellement. À quels aspects du livre vous vous identifiez particulièrement ou au contraire, que vous trouvez contestables ? Ah, vous savez, j'ai dépeint 2 sociétés, mais je ne prétends pas que l'une est la solution, hein. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt un homme de compromis, je dirais. Donc, je ne prône pas un retour complet à la nature et pour vivre comme autrefois, quoi. Oui, j'ai décidé moi-même avec mon épouse de retourner vivre dans un lieu plus proche de la nature. C'est pour ça qu'on a quitté Paris il y a 8 ans maintenant. Mais j'ai quand même des outils technologiques avec moi. Vous voyez, j'ai un téléphone, j'ai un ordinateur. Mais je suis pour le compromis. Je pense que c'est intéressant d'être à la fois plus proche de la nature et surtout de sa nature personnelle, humaine, et en même temps d'utiliser certains outils, mais vraiment les utiliser comme une aide d'appoint, vous voyez, de ne pas devenir esclave de ces choses-là, quoi. Alors, comment envisagez-vous, du coup, l'évolution de la société à l'avenir, à l'aune du livre ? Est-ce qu'on est complètement au col à cette vision ? C'est comme ça que vous l'envisagez ? Ou peut-être il y a une vision un peu plus nuancée ? Moi, mon espoir, c'est un éveil des consciences. Si vous voulez, c'est aussi pour ça que j'écris, notamment mes 2 derniers livres. Parce que sans éveil des consciences, ce qui est sûr, c'est qu'on va droit j'allais dire dans le mur. En tout cas, on va droit dans une société dystopique, quoi. On a fait une société dystopique où on nous aura retiré notre pouvoir de décision, voire toute liberté. C'est le philosophe allemand Richard David Precht qui disait, ça peut sembler très bizarre, mais il disait la voiture autonome, quand elle existera, nous mènera à la dictature. On peut se dire, mais quel est le rapport entre une bagnole et la dictature, quoi ? Et en fait, il explique que la voiture autonome, bien évidemment, sera programmée pour n'écraser personne. Et c'est bien la moindre des attentes qu'on peut avoir à cet égard, quoi. Mais du coup, les piétons comprendront vite qu'ils ne pourront pas être écrasés par une voiture. Et du coup, ils vont envahir la chaussée, quoi. Du coup, les gens ils vont faire la fête au milieu de la route, ils n'auront rien à faire des voitures, puisqu'ils sauront que les voitures sont programmées pour s'arrêter, quoi. Et du coup, à un moment donné, les pouvoirs publics n'auront pas d'autre choix que de vous coller une amende de 2 000 € en vous géolocalisant en permanence pour savoir si vous stationnez sur la chaussée, quoi. Bon, c'est anecdotique, mais ça montre en effet vers quel monde, en fait, tous ces automatismes peuvent nous emmener, quoi. Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré en écrivant sur cette société utopique ? Le plus grand défi, moi, j'ai pas rencontré de défi. Vous savez, moi, quand j'écris, j'ai 3 phases. J'ai une phase créative, une phase de plan, une phase d'écriture. Donc, pendant la phase créative, qui est la plus longue, ça dure 1 an et demi. Donc, je laisse venir les idées. Je suis dans une posture d'accueil de personnages et de scènes qui vont me permettre, en fait, de tisser les fils de cette histoire afin de partager les idées que je souhaite partager, quoi. Mais ça, cette phase créative, c'est le gros du boulot pour moi. Je pourrais écrire un essai sur les mêmes sujets en 3 mois, quoi. Mais si je mets 2 ans, c'est parce que justement, je veux trouver les personnages et les scènes qui permettent de partager ça. Des scènes qui permettent aussi d'inclure un certain humour, parce que pour moi, plus on traite de sujets profonds, et plus c'est important de mettre de l'humour. Pourquoi est-ce que l'humour permet de prendre du recul sur une situation ? C'est ça la fonction de l'humour dans la vie. C'est prendre du recul sur la vie, ne pas la prendre trop au sérieux et pouvoir rire de ce qu'on est en train de vivre, y compris des difficultés qu'on est en train de subir, quoi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un gros travail, en fait. Donc, il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Des jours où je suis vraiment très inspiré, j'ai plein de bonnes idées, je suis très content. Et puis, d'autres jours où ça va être plus difficile, où je vais ramer. Parfois même, je vais me dire, bon, ok, aujourd'hui, c'est un jour sans, je vais me balader dans la nature et je reprendrai demain.
Il y a des jours aussi où il y a des moments où j'oscille entre la confiance et le doute. Des jours où je vais m'enthousiasmer pour mes idées et puis le lendemain, là, je vais reconsidérer les mêmes idées et me dire non, mais elles sont vraiment nulles, elles sont des lieux communs, n'ont aucun intérêt. Est-ce que vous pouvez écrire 2-3 livres en même temps? Ah non, pas du tout. Non, non. Moi, d'abord, je suis monomaniaque. On dit souvent que les hommes ne savent faire qu'une chose à la fois, contrairement aux femmes. Alors, sur ce plan-là, au moins, je suis très viril. Alors, vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez étudiant en économie, vous n'aviez aucune connaissance ni même appétence pour la réalisation de soi. Enfin, vous ne connaissiez pas. C'est pas que j'avais pas d'appétence, mais que je savais pas ce que c'était, en fait. Voilà. Comment c'est venu jusqu'à vous? Grâce à l'échec. Moi, je me suis retrouvé jeune cadre financier à 23 ans, avec un gros salaire, et j'ai très vite compris, mais quand je dis très vite, c'est au bout de quelques semaines, qu'en fait, je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne, quoi. Pourtant, j'avais aimé mes études, hein, c'était stimulant intellectuellement, mais là, franchement, j'étais pas fait pour ça, j'étais pas fait pour ce métier, donc j'étais très malheureux. Comme j'étais malheureux, j'étais pas très bon, parce que j'ai jamais réussi à me forcer à faire ce que j'aimais pas. Du coup, j'ai fini par me faire virer, hein, au bout de 5 ans. C'était mérité, hein, j'en ai jamais voulu à mon employeur. Non, vraiment, je suis même parti avec un chèque, j'avais rien demandé. Sauf que je me suis retrouvé au chômage, j'étais tout piteux, très honteux. Au début, je l'ai même caché à mes amis, à ma famille. Je disais, je suis en création d'entreprise, ce qui n'était pas un vrai mensonge, puisque en effet, j'ai essayé de créer une entreprise qui n'a pas marché non plus, donc nouvel échec, donc c'était pitoyable, quoi. J'ai vécu comme ça 2 ans au chômage, à me débattre dans tous les sens pour essayer de m'en sortir, et puis je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, quoi. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que mes amis et ma famille étaient toujours là, ils m'avaient pas quitté, quoi, alors que j'étais un parfait loser. Et ce jour-là, j'ai réalisé que finalement, en fait, les gens s'en fichaient que je réussisse ou que j'échoue. Manifestement, ils ne m'aimaient pas pour ça. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a donné une liberté incroyable. J'ai eu un sentiment de liberté. Je me suis dit, mais finalement, je peux faire ce que je veux dans la vie, quoi. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là où j'ai su ce que j'avais envie de faire. J'ai su que malgré, à l'époque, ma timidité, ma maladive, même si je travaillais sur moi depuis quelques années, quoi, mais finalement, j'étais intéressé par les gens me faisaient peur, mais ils m'intéressaient en même temps, quoi. Et donc, j'ai creusé la question, je me suis formé en psychologie, et puis je me suis intéressé aussi à qu'est-ce qui fait qu'une vie est satisfaisante. Donc, c'est ça, la notion de réalisation de soi, elle est apparue grâce à l'échec. Enfin, les échecs cumulés qui m'ont conduit à m'interroger sur finalement qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et qu'est-ce qu'une vie réussie et qu'est-ce qui fait qu'on peut se réaliser dans l'existence, quoi. Vous avez eu des réponses à tout ça? Écoutez, oui, sachant que j'évolue, je continue d'apprendre, hein. J'ai 57 ans, mais j'apprends tous les jours des choses, quoi. Et donc, quand on me pose la question, j'ai pas forcément la même réponse que j'aurais formulée il y a 15 ans, quoi. Alors, comment écrire ce livre a-t-il impacté votre propre vision de la vie et de la société? Et avez-vous changé d'avis? Vous parliez effectivement que vous n'aviez pas la même vision de la vie il y a 10 ans avec celle d'aujourd'hui. Est-ce que l'écriture de ce livre vous a fait changer sur certains aspects? Alors, c'est pas l'écriture qui m'a donné cette vision de la vie et de la société. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'estime légitime pour écrire sur un sujet quand j'ai moi-même visité le sujet en profondeur. Quand même, c'est pas seulement resté dans l'intellect, je dirais que c'est passé dans le muscle. Ça veut dire qu'il y a un gros travail préalable de recherche, de rencontre. Et c'est vraiment quand je suis absolument stabilisé sur ma vision des choses que je m'autorise à prendre la plume pour partager, quoi. Donc, ma vision de la société du monde était préalable à l'écriture du livre. D'accord, mais justement, votre vision de la société du monde préalablement à vos recherches, qu'est-ce qui a changé entre ce que vous peut-être ressentiez préalablement à vos recherches et ce qui est apparu après vos recherches en réalité? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui a changé essentiellement, c'est ma compréhension, ma perception de ce que les géants du web font des données qu'ils collectent sur nous. C'est-à-dire, je pensais avant vraiment naïvement que c'était juste, leur objectif était juste de cibler leur pub. Et je me disais, c'est un moindre mal. Mais je me suis intéressé aux travaux d'une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui est professeure à Harvard, hein, quand même, excusez du peu, quoi, et qui a consacré 12 ans de sa vie à étudier ça, à comprendre exactement qu'est-ce qu'il faisait de toutes ces données. Elle a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. Malheureusement, comme il fait un peu plus de 800 pages, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu et c'est vraiment dommage parce qu'elle décrypte en fait tout ce que ces gens-là font de milliers et de milliers de données nous concernant. C'est-à-dire tout est enregistré. Ils savent tout sur nous. J'ai presque envie de dire qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire en fait, ils savent parce qu'ils activent à souhait la caméra de votre ordinateur, de votre téléphone.
Donc, ils connaissent en fait les expressions de votre visage qu'ils décodent. Donc, ils savent comment vous réagissez à la vision d'une photo, à la lecture d'un texte, qu'il soit politique ou pas. Ils savent tout de vous. En fait, ils connaissent vos opinions politiques, ils connaissent vos préférences sexuelles, ils connaissent ce qui va vous émouvoir ou pas, ce qui vous met en colère. Ils savent tout de vous. Et en fait, leur but, à terme, est de vous piloter, en fait, complètement. Donc ça, c'est une vision qui est totalement dystopique, mais qui est la réalité. Quand je vous dis qu'ils connaissent vos préférences sexuelles, pas que les géants du web, elle cite notamment à un moment donné l'entreprise Nissan, voilà, on va la noter, qui collecte des données sur votre vie sexuelle. Parce que quand vous êtes dans une voiture, en fait, c'est très facile d'enregistrer vos conversations, puisqu'il y a des micros pour que vous puissiez commander notamment le GPS, quoi. Donc on enregistre vos conversations, la voiture elle est connectée maintenant, parce que on vous dit qu'il va pouvoir vous géolocaliser si vous avez un accident. Pauvre de vous, il faut bien vous venir en aide. Donc, en fait, on connecte la voiture à votre téléphone portable, ce faisant tous vos contacts. Donc, en fait, on a tous vos contacts, on a tous vos emails, tous vos échanges de SMS. En fait, on sait toute votre vie, quoi. Y compris donc votre vie sexuelle. Laurent Gounel, en quoi croyez-vous ? En quoi je crois Eh bien, je crois en effet que notre âme existe indépendamment du corps et qu'au fil de notre existence, on se libère d'un certain nombre de choses auxquelles on a pu s'accrocher, qu'on croyait être nous. Vous voyez, par exemple, beaucoup de gens croient qu'ils sont leur corps. Alors ça, c'est vrai notamment pour ceux parmi nous qui sont dotés d'un physique avantageux. Vous voyez, les hommes et les femmes qui sont plutôt beaux ou belles, quoi. Ils peuvent croire très jeunes qu'ils sont leur beauté. Et en fait, c'est une erreur, évidemment. Nous ne sommes pas notre corps physique. D'ailleurs, notre corps, il évolue en permanence. Chaque minute, on perd à peu près 13 millions de cellules de notre corps. Elles meurent et elles sont remplacées. Ça veut dire que là, on parle ensemble depuis 3/4 d'heure. Vous n'êtes plus la même un mâle qu'il y a 3/4 d'heure, quoi. Votre corps a complètement changé, quoi. Nous ne sommes pas notre corps. Et donc, les gens qui s'accrochent à leur beauté, en fait, la vie se charge de leur faire découvrir qu'ils ne sont pas leur beauté. Parce qu'un jour, ils vont la perdre. Au début, ça va leur faire mal. Ils vont peut-être tout faire pour s'y accrocher. Ils vont tricher un peu. Mais au bout d'un moment, ça ne trompe plus personne. Et donc, il va y avoir un lâcher-prise. Alors, parfois, ça vient tardivement, malheureusement. Mais à un moment donné, il y a un lâcher-prise et la personne réalise que, OK, elle a perdu la beauté physique et néanmoins, elle existe toujours. Et néanmoins, elle a toujours autant de valeur à ses yeux et aux yeux des autres. Elle ne perd pas ses amis et on l'aime toujours, quoi. Mais pour les gens qui sont identifiés à leur métier, parce qu'ils ont un métier valorisant, ils vont se retrouver à la retraite et ils vont réaliser qu'ils existent indépendamment de leur métier. Pour les gens qui s'identifient à leur culture, à leur intellect, ils vont, en prenant de l'âge, ils vont perdre un peu la mémoire, ils vont perdre leur capacité cérébrale et ils vont réaliser là aussi qu'ils existent indépendamment de leur capacité intellectuelle. Et je pense qu'un jour, la mort du corps physique correspond à un moment donné où finalement on n'a plus besoin de ce corps et là on réalise qu'on n'a plus besoin et qu'on existe sans le corps. Voilà ce en quoi je crois. Je crois que notre âme existe indépendamment du corps physique. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Moi, c'est la nature et les gens, quoi. Ma vie, c'est ça, quoi. Ce qui m'émeut, ce qui me touche, c'est la nature et les gens. Comme je dis, la nature, c'est aussi bien une fleur. Je peux être en admiration devant une fleur de camélia dans mon jardin, quoi. Tout comme je vais être ému par un animal, un petit oiseau qui se pose sur la branche d'un arbre ou une personne. Tout à l'heure, j'étais ému, j'étais en taxi. Et il y avait une dame très âgée et très handicapée qui avait un t-shirt et c'était écrit Nigeria sur le t-shirt. Je ne sais pas pourquoi c'était écrit Nigeria. Et en fait, je regardais cette dame qui marchait difficilement en boitant et elle m'a ému. Voilà, ça m'a touché. Et ce matin, j'étais à l'hôtel et j'ai été ému par une petite fille dans l'ascenseur qui se trompait d'étage. Voilà, c'est la nature et les gens qui m'émeuvent. Qu'est-ce qui vous effraie ? Ce qui m'effraie, c'est parfois une certaine évolution de la société où je trouve que depuis quelques années, la société devient de plus en plus clivante. Et je trouve qu'on monte les gens les uns contre les autres. Il y a les vaccinés contre les non-vaccinés, il y a les Israéliens contre les Palestiniens, il y a les Russes contre les Ukrainiens, il y a les gens de gauche contre les gens de droite, les Blancs contre les Noirs. Il faut arrêter, quoi. Ça m'effraie totalement, quoi. Totalement, le monde est différent, il est riche de ces différences. Et je pense que même en cas de guerre, vous voyez, je viens de citer 2 guerres en cours, je pense que moi, j'ai du mal à dire il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Mais non, bien sûr que non. Et bien sûr que non, il y a une part de vérité partout et tout le monde a droit de vivre, tout le monde a droit d'être heureux et il faut négocier. Enfin,
Pour moi, la vie, c'est une négociation, c'est compromis, c'est ça, et c'est pas monter les gens les uns contre les autres. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ce qui me met en colère, c'est l'irrespect des gens les uns vis-à-vis des autres. C'est aussi, ce qui me met en colère, c'est le mépris de la nature. Ça me met vraiment en colère, quoi. Mépris de la nature, des animaux. Ce qui me met en colère aussi, c'est, par exemple, c'est qu'on mange des animaux en se voilant la face. Vous voyez, il a été démontré, par exemple, que les gens sont beaucoup moins carnivores dans les pays où les boucheries exhibent les animaux et pas seulement les morceaux, quoi. Mais quand vous entrez dans un supermarché et que vous avez une escalope qui est dans une barquette, en fait, on arrive à oublier que c'est un animal. Et c'est dommage. J'ai plus de respect, moi, pour un chasseur, par exemple, qui se nourrit du produit de sa chasse, mais qui a le courage d'aller tuer un animal, que pour quelqu'un qui va bouffer un steak, vous voyez, acheté sous cellophane, quoi, et qui sait même plus ce que c'est, quoi. Et si je parle de ça, c'est que j'ai des amis en Bourgogne qui ont des poules. Et les poules ont été attaquées par un renard. Ils se sont dit, on va mettre un piège. Donc ils ont mis un piège dans leur jardin. Le piège a capturé un renard qui n'a pas été tué par le piège, ni même blessé. Donc ils étaient embarrassés, ils se disaient, qu'est-ce qu'on va faire du renard ? Il faut le tuer. Donc ils ont appelé un voisin chasseur, qui a dit, pas de problème, je vais avec ma carabine, je vous le liquide en 2 secondes. Le voisin chasseur est arrivé, il a armé son fusil, mais le renard l'a regardé dans les yeux. Le chasseur n'a jamais pu tirer sur la gâchette. Il est reparti. Mes amis ont appelé le président de la société de chasse qui est venu avec sa virilité en bandoulière. Il s'est retrouvé face au renard qu'il a regardé dans les yeux. Le président de la société de chasse n'a jamais pu tuer le renard. Il n'a jamais pu. Vous voyez, donc quand on a conscience en fait de qu'est-ce qui se passe, on réagit différemment. Et donc quand on a conscience de la nature, quand on a conscience des animaux, on se comporte différemment. Et je pense que l'un des problèmes de notre société, et ça me met en colère, c'est qu'on s'est tellement coupé de la nature en vivant dans des villes ultra bétonnées que finalement on ne sait plus ce que c'est que la nature, et du coup, parfois, certaines personnes n'agissent plus en conscience. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui me fait du bien, eh bien, les sourires et les relations humaines. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien, ou qui résonne en vous et qui vous fait du bien ? Il y en a beaucoup. Celle qui me traverse l'esprit à l'instant, c'est une phrase de Victor Hugo qui disait « Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre ». Eh bien, merci Laurent Gounelle. Merci Amal, merci beaucoup. Chers auditeurs, le roman de Laurent Gounelle montre comment des intentions bienveillantes peuvent mener à des résultats oppressants lorsqu'elles sont mises en œuvre sans considération adéquate pour les droits individuels et la diversité des expériences humaines. Concluons avec ces mots d'Ève, tirés du roman Un monde presque parfait. Peut-être, dit Ève, faut-il laisser à l'humanité le temps d'évoluer. Soyons patients. Il arrivera un jour où nous lâcherons le besoin d'avoir raison contre les autres. Un jour où nous saurons voir ce qu'il y a de bon dans ce que proposent nos adversaires. Et même un jour où il n'y aura plus d'adversaires, juste des êtres de bonne volonté qui se respectent, s'écoutent et cherchent ensemble des solutions. Ces mots nous rappellent que la patience et la collaboration sont essentielles pour construire un avenir meilleur. À travers son récit, Laurent Gounelle nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans cette évolution. Sommes-nous prêts à lâcher prise sur notre besoin de toujours avoir raison ? Sommes-nous capables de voir le bon dans les idées de ceux avec qui nous sommes en désaccord ? Pouvons-nous imaginer un monde sans adversaires où chacun cherche ensemble des solutions pour le bien commun ? En ces temps de changements rapides et souvent tumultueux, les paroles d'Ève nous encouragent à rester optimistes et à croire en la capacité de l'humanité à évoluer vers plus de compréhension et de respect mutuel. Merci à Laurent Gounelle pour cette perspective inspirante et pour nous rappeler que malgré les défis, un avenir harmonieux est possible si nous choisissons de le construire ensemble. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomiu.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.